Nous sommes le 15 septembre 2022. Il est 21h47. « 22h47. Il fait 18 degrés Celsius. Nous sommes sur la nationale 20. Nous sommes direction Artenay. Derrière nous, il y a Paris. Mètres au rond-point, prendre la deuxième sortie sur route nationale D2020.
route nationale. Continuez sur D2020 pendant 9 km.
100 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie et continuer sur D2020. Prendre D2020. Continuez sur D2020 pendant 10 km.
800 mètres, au rond-point, prendre la première sortie et continuer sur D2020. Prendre D2020. D2020 pendant 800 mètres. Au rond-point, prendre la deuxième sortie. Point. Continuez pendant 1 km. Mètres, au rond-point, prendre la troisième sortie. « 50 mètres, au rond-point, prendre la troisième sortie. Dans 300 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie. Direction nord-ouest. Restez à gauche à l'embranchement, puis suivre à 10 à 19. À l'embranchement.
rejoindre à 10. Sur à 10 pendant 20 km. Il y a l'orage, un peu au loin.
Restez à droite à l'embranchement pour continuer sur A71 E9, suivre A20 Toulouse. Restez à droite à l'embranchement pour continuer sur A71. Continuez pendant 80 km. Là, on est sur la A20. Tout à l'heure, on était sur la A10.
de hurler. Quand il sort, il voit deux intrus sur sa propriété. Il s'approche et très vite, l'un de l'agresse. Il raconte. Ça s'est passé juste là, devant le cabinet vétérinaire, où j'ai un individu qui est passé par-dessus le portail, qui est venu m'agresser avec sa serpette. Et là, on a lutté pendant à peu près entre 3 et 5 minutes. Entre lui et moi, je me suis défendu avec ma canne. Et lui, il avait donc sa serpette, et puis qui essayait de me zigouiller, entre guillemets. L'endroit, c'est là, ça s'est passé là. Ah, il y a encore les traces au sol. Il y a encore les traces de sang au sol. Il avait une figure, comment je veux dire, agressive. Il était là pour faire du mal. Finalement, Nicolas Damageon fait fuir les agresseurs. Et le calme revenu, il découvre la raison de leur visite. Deux de ses poneys ainsi qu'un cheval de selle ont été lacérés à l'arme blanche. Heureusement, malgré la violence de l'attaque et la détermination des assaillants, aucun animal ne succombe à ses blessures. Mais un palier a été franchi, car pour la première fois, une personne est visée et les gendarmes peuvent réaliser un portrait robot. Il s'agirait d'un homme d'une quarantaine d'années, grand, brun, originaire d'un pays d'Europe de l'Est. C'est cette énième attaque qui va provoquer l'entrée en scène du milieu politique, en la personne de Marine Le Pen. La chef du Rassemblement national se rend immédiatement dans le Beaune pour apporter son soutien à la victime, qui est également l'un de ses sympathisants. Ça tombe bien. À quelques mois de la présidentielle, la candidate en profite pour défendre la cause animale, un thème qui s'est invité dans le débat politique. Il n'y a pas d'un côté les amis des animaux et de l'autre côté les agriculteurs et les chasseurs, c'est faux. Je pense que des millions et des millions de Français sont attachés à améliorer la situation des animaux dans notre pays. Il faudrait tout le monde autour de la table et réussir à trouver des solutions qui soient des solutions utiles. Du côté des professionnels équestres, cette intervention ne change pas grand-chose. Et la violence de l'attaque fait monter d'un cran la paranoïa ambiante. Dans les haras et clubs équestres, on se met à regarder les inconnus travailler. Et partout dans le pays, la défense des équidés s'organise. Ainsi, sur les réseaux sociaux, des groupes sont montés comme Justice pour nos chevaux, qui comptent près de 20 000 membres. Parmi les publications, on trouve des témoignages, des conseils, des théories, mais aussi des menaces d'embrasade. D'ailleurs, sur le terrain, aux abords des enclos, les bénévoles organisent des tours de garde, le plus souvent, comme ici dans ce reportage de Tancred Bonnerin sur France 5. Les presses féminines, on avait 2 éleveurs de chevaux, ils font des rondes toutes les nuits depuis presque une semaine pour surveiller les prés, pour surveiller les chevaux, pour éviter de nouvelles attaques. Ils ont accepté qu'on les suive à une condition de ne pas dire exactement où est-ce qu'on se trouve, car ils ont peur des représailles, ils ont peur de se donner un jeu macabre. Vous avez depuis combien de temps vos chevaux? 15 ans, 20 ans. Moi, je suis éleveuse, je vis pour eux et je gagne ma vie avec eux. Et puis, parce que j'ai changé de boulot derrière pour pouvoir tenir sur le long terme. Qui vous pousse à le faire à 2 heures du matin, à 3 heures du matin? Pour surveiller. Et eux, 2 heures du matin, ils s'en fichent, ils peuvent taper n'importe quoi. Pour que même s'ils arrivent à être par là, qu'ils n'aient pas le temps d'aller au bout. Véhicule que vous croisez, vous faites quoi? Vous regardez les visages un peu à l'intérieur? Ouais, on regarde comment ils se comportent sur la route, si ça va rien, si ça va bien. Dans ce contexte tendu, les premiers excès de zèle arrivent vite. C'est le cas par exemple à Rosport-Bonne, un village du Finistère. Dans la nuit du 29 au 30 août 2020, 2 femmes qui rentrent tranquillement de Quimper en voiture sont arrêtées par 2 éleveuses. Une mère et sa fille, plantées au bord de la route, armées d'une machette et d'un pistolet à plomb. Et très vite le ton monte. Les 2 éleveuses suspectent un braquage. Il faut dire que l'avant-veille, toujours la nuit, à quelques kilomètres d'ici, 2 chevaux ont été sauvagement attaqués. Depuis, les éleveurs ont poinçon de cran. Marchant en dessous de passant le pavé de s'enfuir, quelques jours plus tard, toujours en Bretagne, le rumeur commence à circuler et de religieux, rien que ça, serait à l'origine d'une mutilation. Face à ces accusations de sacrifice païen, le grand druide de Bretagne, Père Fabien Kerlan, monte au créneau sur France. C'est une philosophie de la nature. Il est bien évident que pour
respectons le vivant, nous respectons la vie et surtout condamnons la cruauté. Je n'imaginais pas qu'on allait poser le terme de druide comme ça, avec cette espèce de fantasme qui voit dans les druides des sacrificateurs, des gens faisant des sacrifices humains ou animaux particulièrement sanglants. Circuler, rien à voir, c'est même pas envisageable. Début septembre, après une quinzaine de jours d'agressions quotidiennes et d'accusations en tout genre, les attaques se font plus rares. Mais la crainte des professionnels ne faiblit pas. Ils sont de plus en plus nombreux à demander une réaction forte des pouvoirs publics. Le 9, c'est chose faite, ou presque. Ce jour-là, le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, annonce l'ouverture d'un numéro gratuit à destination des propriétaires d'équidés. Conséquence ou coïncidence, le rythme des agressions ralentit. En septembre, 5 chevaux sont attaqués. Au mois d'octobre, plus rien. Après des mois de peur, de paranoïa et de suspicion, l'hystérie autour des chevaux mutilés retombe. Désormais, il faut faire la lumière sur tous les cas recensés depuis le début de l'année. En tout, plus de 200 investigations sont menées par la gendarmerie. Alors, une fois de plus, que s'est-il passé ? Eh bien, quand on observe les conclusions des différentes enquêtes, on remarque que de nombreux chevaux sont morts de cause naturelle, et le plus souvent d'un arrêt cardiaque. Dans un cas pareil, il n'est pas rare qu'un charognard vienne s'attaquer aux parties tendres comme les oreilles. Dans un contexte de panique, il est donc tout à fait possible que la moindre blessure inexplicable soit perçue comme une nouvelle attaque, selon Christelle Schnapp, gendarme à Saint-Brieuc, au micro de BFM. Il ne faut pas non plus faire un amalgame de tout ce qu'ils peuvent entendre, tout ce qu'ils peuvent lire sur les réseaux. Dès qu'ils voient un article, hop, ils font tout de suite l'association, ça y est, c'est un fait de plus. Non, effectivement, quand on prend du recul et quand on voit les investigations sont faites, finalement, le nombre de faits qui rentrent dans ce phénomène, ils ne sont pas si nombreux que ça. Alors, l'emballement médiatique serait-il en cause ? Aurait-il modifié notre perception d'un phénomène relativement courant ? C'est ce que semblent dire les conclusions des gendarmes. Sur les 200 affaires, au moins 150 seraient des morts naturelles, des blessures involontaires ou des attaques d'autres animaux. Reste tout de même une quarantaine de dossiers pour lesquels la piste humaine est privilégiée. À ce titre, en janvier 2021, l'un des cas les plus emblématiques, celui de Lady Le Boissière, cette jument retrouvée à moitié morte, le visage rongé par l'acide, est enfin élucidé. Et là, surprise, il ne s'agit pas d'une agression extérieure, non. C'est sa propriétaire, Pauline, qui après plusieurs interrogatoires a avoué l'animal était très malade et elle a profité du contexte pour cacher ses propres négligences dues à de graves problèmes financiers. Néanmoins, malgré ces débuts de réponse, force est de constater que plusieurs dizaines d'agressions cruelles restent à ce jour non résolues. Alors, qui est responsable ? Le portrait robot dressé par les gendarmes n'a pas donné grand-chose, on l'a vu. Un malheureux sosie a bien été mis en garde à vue dans le Haut-Rhin, mais après l'investigation, il a été mis hors de cause. Malgré les impasses de l'enquête et les questions toujours en suspens, une chose est sûre, c'est la seule d'ailleurs, le phénomène n'est pas nouveau et il ne sévit pas qu'en France. Dans les années 90, en Allemagne par exemple, pendant des années, la police a cherché sans succès un homme surnommé l'éventreur de chevaux. Plus tôt, dans les années 80, la Grande-Bretagne a connu une grande vague de mutilation d'équidés. En tout, 160 cas. Et pour ces deux affaires, personne n'a jamais été inquiété. Plus près de nous, en 2005, une série d'agressions survenues en Suisse pourrait peut-être nous aider à mieux cerner le phénomène. En effet, 15 ans avant l'affaire qui nous concerne, la région de Neuchâtel avait été le théâtre d'une vague macabre d'animaux suppliciés face aux blessures très nettes constatées par les éleveurs. Beaucoup avaient pensé qu'un sadique écumait les champs de la Confédération. Pourtant, après de nombreuses analyses ADN et d'innombrables tests, la police avait conclu que les 2/3 des agressions avaient été causées par des renards et leurs dents affûtées.
Comme pour les cas français, la Syrie est donc moins importante que ce qu'on imaginait, même si une proportion non négligeable d'attaques reste à ce jour, et répétons-le, inexpliquée. Il faut dire que les assassinats d'animaux, si cruels soient-ils, ne mobilisent jamais autant de moyens que les meurtres d'humains. Il est donc très compliqué d'arriver à débusquer la vérité. Et on ne peut que s'en remettre à des hypothèses. Frénésie médiatique qui inspire certains esprits malveillants, événements auto-entretenus, auto-alimentés, donnant des idées à d'autres, mais surtout, d'où vient cette idée folle de vouloir torturer les équidés? Plus que tout autre animal, le cheval est intimement lié au destin des hommes. Depuis des millénaires, il est l'objet de passions. Sur les murs des grottes préhistoriques, sa présence mystérieuse et rassurante est partout. Sa domestication, il y a 5500 ans, a accéléré le rendement agricole autant qu'il a permis de nombreuses conquêtes militaires. Donc, s'en prendre à lui, avec toute lâcheté que cela implique, n'a rien d'anodin. Spéciste, l'humain est décidément infréquentable. Une alerte pour Vladimir Poutine. Alors, je pense que ça n'aura pas de conséquences. Évidemment, la Douma, comme l'a dit ce conseiller local, est en fait aux ordres du pouvoir, parce que c'est le parti Russie Unie, et l'opposition la plus importante, c'est l'opposition communiste, qu'on appelle opposition systémique, parce qu'en réalité, elle s'inscrit dans le système. Donc, c'est un peu une fausse opposition, et de toute façon, c'était un peu eux, d'ailleurs, qui avaient déclenché les hostilités sur l'Ukraine en faisant une pétition. Ils avaient demandé à Vladimir Poutine, il avait adressé une lettre de lui demandant de reconnaître l'indépendance des républiques séparatistes de Lugansk et Donetsk. Donc effectivement, ça n'aura pas de conséquences. Il y a des risques également d'arrestation, mais voilà, c'est le signe que quelque chose ne va pas. Si de l'autre côté, vous avez les partisans, au contraire, de la guerre à outrance et de la mobilisation, ça démontre malgré tout que cette guerre en Ukraine ne se passe pas comme prévu par le Kremlin et qu'il y a des réactions très fortes. Est-ce que ça signifie qu'il pourrait y avoir un changement de stratégie du côté du Kremlin, de Vladimir Poutine dans cette guerre en Ukraine ? Alors c'est extrêmement difficile parce que il ne va pas renoncer à la guerre, il a besoin en interne justement, parce que sinon ça l'affaiblirait, de pouvoir proclamer une victoire, donc il ne va pas arrêter. Maintenant la question est plutôt de savoir si il écoutera la voix des plus battants-guerre, qui demande une mobilisation complète et quasiment la suppression de l'Ukraine en tant qu'État indépendant. Parce qu'on s'est étonné de voir à la télévision russe ces oppositions, ces généraux, ces journalistes qui ont toujours été extrémistes, ils ont toujours existé, mais eux, ils vont dans le sens inverse, en disant ça ne va pas parce que finalement la Russie ne frappe pas assez fort. Qu'est-ce qui pourrait faire changer d'avis ou faire reculer Vladimir Poutine, si tant est qu'il y ait une manière de le faire, si évidemment ça ne vient pas de cette pétition notamment, mais de ce début de fronde parmi une partie du personnel politique russe? Mais ce qu'on appelle le personnel politique, ce sont des conseils municipaux, locaux, ce n'est pas l'entourage politique de Poutine. Certains doivent avoir des doutes sur cette stratégie, mais je ne suis pas sûre qu'ils soient en mesure de l'infléchir. Et puis encore une fois, s'ils devaient soit se retirer, renoncer à la guerre et autres, ça serait finalement au contraire, ça risquerait de l'affaiblir en interne. Donc il est un peu dans une impasse aujourd'hui.
Et est-ce que, je ne sais pas si vous pouvez avoir cette information, mais est-ce que dans le personnel militaire, également parmi les généraux, il y a peut-être aussi des doutes qui s'expriment, et peut-être également aussi dans les rangs des militaires qui rentrent de cette guerre en Ukraine? Alors, certainement, et on dit d'ailleurs, y compris à Moscou, qu'en réalité, cette guerre n'était pas voulue par les militaires, c'était plutôt les services de renseignement et le FSB qui sont proches de Poutine. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir un mouvement des généraux, qu'il va y avoir une révolution de palais ou un coup d'État. On est loin de tout ça. Et puis, il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué, ce sont les mères de soldats. Parce que ce qui avait fait changer le régime au moment de la guerre en Afghanistan, c'est la colère des mères de soldats. Mais ça ne se produit pas cette fois-ci. Peut-être que ça arrivera un petit peu plus tard, parce que justement, le Kremlin fait verser des sommes importantes à ces femmes pour qu'elles se taisent. Et si elles ont d'ailleurs des petits-enfants, on leur dit, si vous voulez que vos petits-enfants puissent faire des études, vous vous taisez. Et on ne les a pas entendus jusqu'à présent. Ça ne veut pas dire que ça ne viendra pas. C'est-à-dire plus il y aura de morts et de blessés, ça peut effectivement venir. Merci beaucoup Sylvie Berman, ancienne ambassadrice de France en Russie jusqu'en 2019, membre du conseil d'administration de l'Institut Jacques Delors. Et pour illustrer également vos propos, aujourd'hui le chancelier allemand Olaf Scholz s'est exprimé lors d'une conférence de presse. Il était questionné sur son entretien la veille avec le président russe. Malheureusement, je ne peux pas vous dire qu'il y a maintenant une prise de conscience croissante que c'était une erreur de commencer cette guerre, a dit Olaf Scholz depuis Berlin. Et selon lui, l'opinion de Poutine n'est donc pas près de changer. Rien ne laisse à penser qu'une nouvelle position est en train d'émerger là-bas, a encore dit le chancelier, qui a eu une conversation téléphonique de 90 minutes avec le chef du Kremlin. France Info, 21h. Le sport et le monde d'Élodie à suivre après le fil info de 23h50 avec Laurence Dezellé. La première ministre Elisabeth Borne annonce la prolongation en 2023 du bouclier tarifaire. Il comprendra une hausse limitée des tarifs du gaz et de l'électricité de 15% pour les ménages, les petites entreprises et les petites communes. Il comprend aussi le versement de nouveaux chèques énergie de 100 à 200 euros à destination de 12 millions de foyers modestes. La ministre indique que seule la sobriété et la solidarité européenne vont permettre d'éviter des coupures si l'hiver est particulièrement froid. La direction d'EDF annonce pour sa part que les 26 réacteurs nucléaires français aujourd'hui à l'arrêt devraient avoir repris leur production d'électricité au cours de l'hiver. À Londres, le peuple britannique venu en masse pour s'incliner devant la dépouille de la reine Elisabeth. Son cercueil est arrivé cet après-midi à Westminster après être parti de Buckingham Palace lors d'une procession somptueuse et émouvante. Il sera accessible au public jour et nuit pendant 5 jours. En Suède, la première ministre Magdalena Andersson démissionne. Elle reconnaît la défaite de la gauche aux législatives et la victoire du bloc constitué par la droite et l'extrême droite. La démission de la dirigeante social-démocrate sera officiellement présentée demain. Après la contre-offensive ukrainienne et les revers militaires russes, 70 élus municipaux de Moscou et Saint-Pétersbourg demandent la démission de Vladimir Poutine. Une demande qui normalement ne devrait pas avoir de conséquences puisqu'à la Douma, c'est le parti de Vladimir Poutine qui est majoritaire. Du football avec la victoire du PSG ce soir dans la douleur face au Maccabi Haïfa en Israël. Le score 3-1, mais ça n'a pas été facile. En basket à l'Euro, la France s'est imposée ce soir face à l'Italie 97-85. Vendredi, les Bleus rencontreront les Polonais. La Pologne qui a sorti les Slovènes tenant du titre 90-87. France Info. Le sport donc, et la Ligue des Champions, la deuxième journée, le déplacement du Paris Saint-Germain ce soir, vous l'avez suivi en direct sur France Info, sur la pelouse du Maccabi Haïfa en Israël. Pas nouvelles. Il y a eu des cas aux États-Unis en 1967, le FBI a enquêté
a fait une grosse synthèse sur 30 états, et à chaque fois, c'était effectivement pratiquement toujours naturel. Parce que vous me dites ça, on va écouter une archive étonnante. Il s'agit d'un extrait de la célèbre série X-Files, très populaire aux États-Unis dans les années 90. Écoutez ce qu'il dit. As-tu entendu parler de ce phénomène du bétail mutilé, Scully? Depuis l'année 1967, plus de 30 États ont rapporté des cas inexpliqués de bétail mutilé sans raison. Des incisions faites avec une précision chirurgicale. La région autour de la bouche et souvent les organes génitaux ont subi une ablation. Eh ben, c'est très documenté. Ouais. Et puis ça va jusqu'au soupçon des extraterrestres. C'est absolument documenté. Donc c'est pas nouveau. Les réseaux sociaux ont sans doute accéléré la rapidité et le nombre de personnes touchées. Mais les États-Unis, dans les années 60, et même en Angleterre, des chats. Une épidémie de rumeurs de chats tués. On retrouvait plein de chats tués et en fait, c'était naturel. Mais tout d'un coup, ça devient le maléfique. Dans toutes les raisons délirantes qui ont été données, j'ai même lu entraînement de djihadistes. Ah oui, c'est pas loin. Et les hommes politiques sous la pression, enfin manipulant sans doute comme Marine Le Pen, ou sous la pression de ministres se sont déplacés dans des endroits où il y avait eu des attaques ou pseudo-attaques, Gérald Darmanin et Julien Normandie. Julien Normandie a parlé Ce qui est pas choquant d'ailleurs. Non, mais sauf que Julien Normandie, le ministre de l'Agriculture à l'époque, a parlé d'actes barbares. Oui. L'acte barbare, ce sont donc des gens. Et barbare, c'est quoi? C'est l'étranger. Donc le type, sans doute un peu fou de Lyon, du Grange de l'Espoir, a parlé des pays de l'Est, les Roms. Tout ça est très ancien. Sauf que sûrement, il n'y avait pas autant de médiatisation il y a plusieurs dizaines d'années. Pour le cas des vaches dépecées, il y en a depuis très très longtemps, des vaches dépecées, mais le monde agricole en parlait moins. Il y a beaucoup de néo-ruraux aussi maintenant qui ont une sensibilité, on a une sensibilité autour de l'animal qui est beaucoup plus importante. Bien sûr, la souffrance animale. D'ailleurs, ça c'est fait très bien. Irruption dans le débat public. Absolument. Et c'est très bien. Alors les rumeurs, justement, vous en êtes aperçu pendant votre enquête, j'imagine. Évidemment, les réseaux sociaux ont été une chambre d'écho énorme. Absolument, les réseaux sociaux, je crois même, j'ai découvert plus récemment que même le pauvre Nagui s'est retrouvé à un moment. Oui, c'est incroyable. Voilà, alors là c'est pas le complotisme, mais c'est très organisé, c'est on ne sait pas. J'allais dire des jeunes, mais en fait, peut-être pas des jeunes, mais qui ont organisé une espèce de blague en reprenant des faux comptes de l'AFP et de Sud-Ouest, disant qu'il était en garde à vue en Charente-Maritime. Tout ça était absolument, mais sans aucun fondement. Lui-même est tombé des nues. Enfin, là, c'est le besoin aussi de trouver des causes avec des célébrités, de faire des canulars, voir si c'est organisé, parce qu'on sait que les réseaux sociaux peuvent être manipulés. On va pas voir la main de Poutine partout, mais en tout cas, moi, si j'étais sociologue, ce que je ne suis pas, j'adorerais faire une grande enquête sur cette... Ça n'a pas eu l'écho des Gilets jaunes, mais je pense que ça dit quelque chose de très très important des peurs, du besoin de bouc émissaire de la société française, spécialement de nos campagnes. Et à Zadig, c'est ce qui nous intéresse, c'est de raconter la France à travers des éléments positifs ou moins positifs. Et le phénomène est nouveau pour vous? Alors, qu'est-ce qu'il dit de l'époque actuelle? Je crois que ça s'accélère continuellement. Le phénomène n'est pas nouveau puisqu'on a vu que ce genre de rumeurs, il y en avait eu dans les années 60, un peu partout dans les pays avancés. Mais il y a une accélération. Moi, c'est la rapidité des choses qui m'étonne. Parce qu'on en est arrivé quand même, le bilan que j'ai eu tout 2020, c'était 524 cas signalés. Les gendarmes au début disaient qu'ils avaient 84 cas un peu suspects. Quand j'ai enquêté quelques mois plus tard, on n'en était plus qu'à une vingtaine. Mais c'est beaucoup, 500 cas. Bien sûr. Et donc, à la fin de l'année 2020, plus rien. Les signalements ont stoppé presque du jour au lendemain. Est-ce qu'il y a une concomitance comme ça dans toute la France? Oui, ça s'est arrêté. Ça a pu s'arrêter dans une région, par exemple. Je pense qu'un spécialiste des rumeurs nous raconterait ça. C'est-à-dire qu'à un moment, la rumeur, quand elle est plus alimentée, elle s'éteint d'elle-même, en réalité. Ce qui est fou, c'est que j'ai parlé d'autopsie, j'ai parlé de raisons rationnelles, mais c'est pas les raisons rationnelles qui arrêtent, c'est qu'à un moment, ça s'épuise parce qu'il n'y a plus une auto-alimentation, on passe à autre chose. Néanmoins, les éleveurs que vous avez rencontrés continuent-ils de s'interroger, d'enquêter? Oui, cette fameuse Evelyne, avec tout son esprit scientifique, ses responsabilités, même si son vétérinaire lui a dit que c'était
très probablement une cause naturelle. Elle a bien du mal à y croire et puis comme il y a des éléments de manipulation dans ce monde des chevaux, il y a des sortes de voyantes, elle s'est laissée troubler par quelqu'un qui lui prétendait parler avec sa jument morte. Et puis j'ai les deux autres cas sur lesquels j'ai enquêté, une propriétaire de chevaux, une jeune femme tout à fait cortiquée, si je puis dire, ne cesse de regarder des vidéos, se dire tiens, telle voiture est passée dans tel chemin, ou enfin c'est le phénomène de la rumeur. Tant qu'il n'y a pas une autopsie ou quelque chose de très officiel, il y a un rapport entre le propriétaire et l'animal tellement fort que ça crée des souffrances affectives très très importantes. Bien sûr. Patrice Trappier, il me reste à vous remercier. Donc, votre enquête à lire dans le magazine Zadig. Merci, au revoir. C'était Affaires sensibles aujourd'hui, le mystère des chevaux mutilés, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Merci Arnaud Caillé qui était à la technique aujourd'hui. Vous écoutez France Inter, il est minuit. Le flash, Alexandra Duboucheron. Les factures de gaz et d'électricité vont augmenter l'an prochain entre 20 à 25 euros de plus par mois. La première ministre Elisabeth Borne a bien annoncé la prolongation du bouclier tarifaire en 2023, mais avec un plafond plus haut, 15% au lieu de 4%. Un coup dur pour les plus précaires, comme ces étudiants rencontrés par Théo Baucher à une distribution alimentaire à Saint-Denis, près de Paris. Elio et Maël récupèrent les légumes et les conserves distribués dans leur sac. Ils suivent de près leurs dépenses. Alors 20 euros de plus sur la facture d'énergie par mois, c'est impensable. On va tirer la gueule, quoi. C'est beaucoup trop, moi. Pour moi, c'est compliqué, ouais. On l'a senti venir déjà. L'électricité, il va falloir faire un peu gaffe. Il faut éteindre les lumières et toutes ces conneries-là. Sophie est plus indulgente. S'il n'y avait pas de bouclier tarifaire, elle paierait 200 euros de chauffage, alors elle accepte. 20 euros, c'est mieux que 200 quand même. C'est encore supportable. Mais dans son appartement, l'étudiante en kiné fait déjà très attention avant l'hiver. C'est peut-être un peu ambitieux, mais j'ai commencé à prendre des douches avec de l'eau froide. On va tester. Me laver moins, cuisiner dans des grands bocaux, pas des repas à 1 pour économiser. S'il y en a qui sont soulagés, ce sont les étudiants dans les résidences universitaires du Crous, 176 000 en France, et leur loyer est fixé avant l'année universitaire avec les charges de chauffage. Il n'y aura donc pas de hausse pour Cyril et il sait qu'une vingtaine d'euros fait la différence. C'est presque 4 jours, je peux m'alimenter à 20 euros. Comme je suis étudiant étranger, j'ai pas de bourse, j'ai pas assez d'argent pour acheter des trucs. Pour moi, c'est beaucoup. L'association Linky qui organise la distribution se dit aussi inquiète des hausses annoncées. Elle va prévoir davantage de repas dans les prochaines semaines. Il y en avait déjà 110 hier soir. Merci beaucoup. Et pour les 12 millions de foyers les plus modestes, Elisabeth Borne annonce le versement d'un nouveau chèque énergie de 100 à 200 euros d'ici la fin de l'année. Un millier de pompiers luttent toujours contre les flammes en Gironde. Le feu de Somos a brûlé 2700 hectares depuis lundi. Il est contenu mais pas fixé selon la sous-préfecture. 1000 personnes de plus ont dû être évacuées dans la journée ce mercredi. 5 personnes placées en garde à vue mardi et mercredi dans l'affaire Pogba à Paris. Parmi elles, Mathias Pogba, le frère du footballeur de l'équipe de France, qui est entendu notamment pour séquestration et extorsion en bande organisée. Paris prend acte de la condamnation de la Cour européenne des droits de l'homme dans le dossier des djihadistes français dans des camps en Syrie. Elle se dit prête à envisager de nouveaux rapatriements à chaque fois que les conditions le permettront. La première ministre suédoise démissionne après la victoire historique du bloc droite extrême droite aux législatives de dimanche dernier. Victoire de justesse actée après 3 jours de comptage. Le chef du parti conservateur devrait lui succéder. À l'étranger encore, inondations, érosion, pluie hors saison. Face aux dégâts liés au réchauffement climatique, les pays pauvres réclament un fonds d'indemnisation. Dans une déclaration commune, le groupe PMA, les 45 pays les moins avancés de la planète, demandent à ce que ce fonds soit inscrit en priorité à l'agenda de la prochaine COP27 en novembre prochain à Sharm el-Sheikh. Et puis les larmes et le recueillement à Londres. Le cercueil de la reine Elisabeth est exposé à Westminster Hall depuis ce mercredi après-midi. 350 000 personnes devraient lui rendre hommage jusqu'aux funérailles lundi. La France affrontera la Pologne vendredi en demi-finale de l'Euro de basket. Les Bleus se sont imposés 93 à 85 contre l'Italie ce soir. Victoire dans la souffrance pour le PSG en Ligue des champions de football. Les Parisiens s'imposent 3-1 contre le Maccabi Haïfa. But de Messi, Mbappé et Neymar. Ils prennent la tête de leur groupe. Et puis toujours dans le groupe H, deuxième défaite en 2 journées pour la Juventus, battue 2-1 par le Benfica. Le temps. La météo avec Euromaster. Toujours
toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Suivi préventif, entretien sur site ou en centre, Euromaster est au service de votre mobilité et de votre sécurité. Et les prévisions météo sont signées Sébastien Léas de Météo France. Après les averses et les orages, le ciel va devenir plus changeant aujourd'hui au nord de la Loire jusqu'en Lorraine et aux frontières belges et entre le bassin aquitain et les régions méditerranéennes. Les nuages seront parfois étendus, lâchant même des ondées sur les Hauts-de-France, mais les éclaircies seront souvent assez nettes, notamment cet après-midi. Il faut quand même s'attendre à une matinée orageuse sur la Corse et également des averses et des orages sur les Pyrénées cet après-midi. Entre la Vendée, le Poitou-Charentes, l'Alsace et le centre-est, la couche nuageuse sera plus compacte à cause d'une perturbation. Les averses et les pluies seront plus fréquentes sur la partie est de cette perturbation, tournant même parfois à l'orage. Dans le sillage de cette perturbation, l'ambiance devient plus fraîche sur la moitié nord avec des maximales affichant 18 à 24 degrés cet après-midi. Plus au sud, il va encore faire assez chaud, le mercure grimpant entre 25 et 31 degrés. Merci Sébastien Léas de Météo France. Il est minuit 5 sur France Inter et tout de suite rediffusion de C'est encore nous avec Charline Vonnenecker. Mesdames et messieurs, préparez-vous au décollage antenne dans 20 secondes. Non mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Prenez place à bord de notre émission. C'est normal ça, Charles? On a encore changé de concept? Placez votre radio devant vous. Mais non, j'ai rien changé du tout, moi c'est François. Bien ajuster le volume de votre... François! Est-ce que tu peux arrêter de jouer au steward s'il te plaît? Eh ben, je suis pas steward, je suis le pilote, moi. C'est vrai, il est en régie, c'est lui qui tient les manettes. Ah ouais? Ah bah alors écoute-moi bien Top Gun. Hein, ça tombe pile parce que moi je suis la tour de contrôle, ok? Ok, zut. Donc c'est toi qui donnes l'autorisation de décollage. Voilà, c'est le principe, oui. Et il y aura un créneau de dispo dans 3 secondes par exemple? Ouais, si tu te tais, c'est possible, ouais. Ok, allez, 3, 2, 1, et bon vol à bord de France Inter. François! Inter, R, tu l'avais? Top antenne. Top antenne. Bonjour la France Inter et bonjour Juliette Arnaud. Et bonjour Charline. Vous poursuivez la lecture de L'idiot de Dostoïevski. Vous nous aviez précédemment décrit 2 femmes souillées, déshonorées et avilies par un homme. Mais l'une d'elles, Anastasia Filipovna, entre dans la danse et elle est animée par la vengeance. Vous savez quoi les connards? Je vous fous ma main dans la gueule, ça va faire du bien à tout le monde. Chewbacca est dans la place. Yes. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Vous nous présenterez un violoncelliste, Abel Selaokoé, considéré comme le nouveau prodige de la musique classique. Les gens de sa partie l'appellent le darbe et enlèvent leur chapeau rien qu'en entendant son nom. Ah là là, c'est valable pour vous aussi, mon Joby. Bravo. Salut Thomas Croisière. Salut Charline. Vous partagez les films de votre vie. Un choix trop intime pour qu'il soit défloré tout de suite. Nous patienterons jusqu'à la fin de l'émission. Mais sachez qu'il a pour héros un jeune diplômé, un rôle forcément attribué à un jeune premier. Et tu fais les choses dans le bon ordre. Si le jour où tu veux faire la révolution, tu apprends d'abord à avoir un diplôme et après... C'est ces propositions en fait ont comme base juridique l'article 122 du traité, un article sur la solidarité de dans l'Union européenne, la solidarité dans les questions énergétiques. Donc nous avons besoin de la majorité qualifiée. Une autre annonce de la présidente de la Commission européenne ce matin, c'est un soutien ciblé notamment aux PME. Les PME, lever les obstacles qui freinent les petites et moyennes entreprises, ça veut dire quoi exactement dans les faits? Qu'est-ce qu'on fait? Les PME, c'est le cœur de l'économie sociale du marché. Donc, on doit protéger les PME. Elle a notamment parlé des retards des paiements qui sont accumulés, qui ont augmenté. Et ça tue beaucoup de petites entreprises. Là, exactement. Donc, aujourd'hui, il faut aider ces entreprises-là. Et au niveau européen, nous avons un cadre depuis 2011. Mais ce cadre-là, il doit être renforcé aujourd'hui, il doit être revu. Et c'est ce qu'elle a annoncé aujourd'hui, la présidente. Il y a également l'annonce de la création d'un fonds, enfin plus précisément d'une banque européenne de l'hydrogène, dotée de 3 milliards d'euros. Quel rôle va avoir cette banque? Dans le cadre de notre projet de pacte vert européen, parce qu'il faut le mettre en perspective, nous avons cette ambition d'être le premier continent climatiquement neutre en 2050. L'hydrogène est une des solutions pour y arriver. Nous avons une ambition qu'elle a rappelée ce matin, à l'horizon 2030, 10 millions de tonnes en 2030. Donc, ce qui veut dire qu'on doit passer d'un marché de niche à un marché normal. Et donc, il y a des défis très importants qui nécessitent des investissements. Avec le plan de relance, nous avons déjà investi massivement pour des prototypes en matière d'hydrogène vert. Et donc aujourd'hui, on accélère avec cette nouvelle Banque européenne de l'hydrogène. Alors, Adina Revol, 2 mots ont été pratiquement absents. Moi, je les ai pas entendus, en tout cas. J'étais peut-être inattentif, mais c'est inflation et pouvoir d'achat. Pourquoi Madame von der Leyen n'est pas allée plus en avant, n'a pas été plus claire sur ces 2 sujets, on le sait, prépondérants aujourd'hui en Europe?
Alors la présidente a parlé de la récession la plus forte que nous avons connue pendant la pandémie, et aussi du plan de relance. Et le plan de relance européen qui nous a permis justement de connaître la relance la plus rapide de l'histoire de l'Europe. Et ça, c'est un moment historique. Et là, le pouvoir d'achat, cette relance, j'en prends un exemple très concret, ma prime Rénov', qui bénéficie en France à 80% des ménages modestes, est entièrement financée par le plan de relance européen. Il y a des financements très importants pour la rénovation des hôpitaux, des écoles. Donc encore une fois, c'est du pouvoir d'achat du concret. Alors c'était le discours de mi-mandat de Madame la Présidente de la Commission européenne. Est-ce que ça restera un discours fondateur? Est-ce qu'on va vraiment passer à l'action? Ou encore une fois, parce que l'Europe, faut bien le dire, nous a appris à un certain ralenti dans l'action. Est-ce que là, on va enfin pouvoir passer dans l'action au niveau européen? Depuis quelques années, on voit que l'Europe s'est avancée très vite pour protéger les citoyens. Nous sommes partis vraiment de rien pour les vaccins. On est devenu la pharmacie du monde et nous avons vacciné une grande partie de notre population adulte. Nous avons aidé comme jamais l'Ukraine et donc aujourd'hui nous prenons aussi des mesures pour aider les citoyens européens. Le plan de relance, c'est un plan qui est historique. Nous avons investi 800 milliards d'euros sur 3 ans dans l'économie européenne. Merci. Donc l'Europe s'est avancée. Merci beaucoup Adina Revol, porte-parole de la Commission européenne en France, invitée de l'écho sur France Info. De l'actu. Bonsoir Bérangère Bon. Bonsoir Céline, bonsoir à tous. Votre intrus ce soir, il a un lien avec ce discours sur l'état de l'Union qu'on évoquait tout à l'heure. C'est un homme de l'ombre qui n'a pas toujours été. Il s'appelle Peter Müller. Oui, c'est la plume d'Ursula von der Leyen, l'auteur par exemple de ces mots sur la Russie. Je veux être très clair, ces sanctions ne sont pas prêtes d'être levées. L'heure est à la détermination, pas à l'apaisement. Cela doit être très clair. Voilà, c'est simple, volontairement sans punchline pour être traduisible en 22 langues. Évidemment, un discours comme celui de ce matin est un travail collectif de longue haleine, plusieurs mois durant lesquels chaque direction générale envoie les sujets qu'elle veut pousser sur l'énergie, l'agriculture, la défense, les affaires étrangères, le tout malaxé, trituré, priorisé par les conseillers politiques. Mais celui qui met les mots, c'est bien le speechwriter, la plume. J'apporte cette précision parce que le porte-parole de la Commission européenne s'était élu ce matin, s'est offusqué même qu'on puisse ici en France s'intéresser à un seul homme dans ce collectif. Pourtant, dans l'organigramme et sur les comptes Twitter ou LinkedIn de Peter Müller, il est écrit speechwriter, des réseaux sociaux qu'il manie visiblement plus facilement que d'autres au sein de cette grande muette qu'est donc la Commission. Et pour cause, Müller est un ancien journaliste, chef du bureau européen de l'hebdomadaire Der Spiegel, autorité s'il en est de la presse allemande. Alors qu'est-ce qu'on sait de son parcours? Comment il est arrivé là? Peter Müller est allemand, bavarois, 49 ans, des études de droit en Bavière, un passage à Harvard, brièvement en Chine, carrière de journaliste sans accroc qui passe par les plus grands titres, l'année au Handelsblatt, 4 à Die Welt de 2004 à 2008 où il couvrait la politique, et puis donc 10 ans pour Der Spiegel. Il débarque à Bruxelles en 2015, se passionne pour les institutions européennes, journaliste réputé rigoureux, notamment du côté des députés verts à qui j'ai pu parler, couleur politique toutefois impossible à déterminer et personnalité plutôt discrète en public. D'habitude, il me disait l'une de ses anciennes consoeurs et confrères du Spiegel l'a ramené un peu, lui, pas du tout. Cela n'empêche pas sa plume de se faire caustique face au Spiegel, notamment à l'époque de Jean-Claude Juncker, le luxembourgeois, Peter Müller critiquant notamment à l'époque la promotion express de son chef de cabinet, Martin Steinmeier, révélé, on s'en souvient, par le correspondant de Libération, Jean Quatremer, d'où l'étonnement de certains confrères, notamment Jean Quatremer, qu'on va entendre en apprenant, en plein confinement, il y a 2 ans, et donc un an après l'entrée en fonction d'Ursula von der Leyen, qu'il passe de l'autre côté. Il y avait une rumeur sur le fait que l'un des correspondants du Spiegel à Bruxelles. Et cela ne m'en a pas moins surpris. C'est le fait qu'il passe au service d'une institution qu'il était censé couvrir et surtout critiquer. Est-ce que cela va pousser à l'avenir des fonctionnaires à parler à des journalistes dont ils ne savent pas si le lendemain ils ne vont pas passer au service de la Commission européenne? Voilà, éternel débat qui divise toujours les journalistes à la Commission ou au Parlement européen. Peter Müller est loin d'être le seul à avoir basculé dans la communication. Il fait partie de ces correspondants étrangers qui ne veulent plus rentrer au pays. À Der Spiegel, les perspectives étaient incertaines. Finalement, il accepte le job. Nous l'avons embauché pour 6
ses talents d'écriture, de communicant, mais surtout parce qu'il connaît les institutions, il connaît les finesses politiques et les erreurs à ne pas faire. C'est ainsi que se justifie le porte-parole de Ursula von der Leyen, Éric Neumer. En tout cas, c'est encore un Allemand parmi l'entourage allemand d'une commission présidée par un Allemand. Et voilà, c'est d'ailleurs une critique assez récurrente faite à Ursula von der Leyen, mais Peter Müller ne voit plus auprès d'un chef de cabinet ou d'un communicant à ses côtés donc depuis 20 ans. Et dit-on l'un de ceux, si ce n'est celui qui au cœur du réacteur pousse le plus pour l'ouverture aux autres nations. Il vit dans le quartier européen d'Ixelles, sa femme est francophone, ses 4 enfants se débrouillent en français, lui-même le comprend. Un vrai signe d'ouverture qui, selon un autre de ses anciens confrères, fait de lui la meilleure porte d'entrée peut-être pour la France auprès d'Ursula von der Leyen. Bien, truc de l'actu. Merci beaucoup, Bérangère Bon. France Info Junior. La guerre en Ukraine est source de bien des drames et de bien des inquiétudes, notamment concernant le sort de la centrale nucléaire de Zaporijia, site vulnérable face au bombardement. Nous en parlons dans France Info Junior avec vous, Emmanuel Galichet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en physique nucléaire, maîtresse de conférence au Conservatoire national des arts et métiers. Les collégiens qui vont vous poser des questions aujourd'hui sont bien loin de l'Ukraine. Ils sont en 5e au collège Jean Mariotti de Nouméa en Nouvelle-Calédonie. Et nous commençons avec Julien. Quels sont les risques d'habiter à proximité de la centrale de Zaporijia? Le premier risque, je dirais, c'est un risque de bombardement en ce moment parce qu'il y a une guerre entre justement l'Ukraine et la Russie. Donc c'est vraiment le premier risque des habitants. Et puis ensuite, il y a un deuxième risque d'habiter à côté d'une centrale nucléaire. Et ça, c'est pas simplement seulement celle de Zaporijia, mais toutes les centrales nucléaires du monde. Si vous habitez à côté, le risque majeur, c'est un risque d'accident nucléaire avec des rejets radioactifs dans l'atmosphère. Donc ils sont très peu probables, évidemment, ces accidents nucléaires, mais le risque zéro, ça n'existe pas dans la vie, et donc il faut se prémunir contre un accident nucléaire et surtout ces rejets de noyaux radioactifs dans l'environnement. Et ça, c'est y compris quand on est sur la terre nucléaire. Exactement, c'est tout le temps. Il y a plusieurs possibilités d'accidents nucléaires, comme je le disais, c'est très peu probable, mais vous avez des risques, et donc ces risques, c'est une radiation, une contamination. Une radiation, c'est finalement l'expression de l'organisme et des êtres vivants à des rayonnements, soit la contamination, par exemple, lorsque vous allez manger des salades ou quelque chose, ou boire du lait, par exemple. Ça n'est pas sur l'idée, mais quand vous allez prendre des retombées de radioactifs. Après Julien, par la question de Julien. Quelles sont les mesures d'évacuation en cas d'explosion de la centrale de Zaporijia? La première chose que je souhaite dire, c'est qu'on ne pourra pas avoir d'explosion à la centrale de Zaporijia. Cette centrale a une construction qui a été faite aujourd'hui par l'exploitant en Ukraine. Il a arrêté les 6 réacteurs de manière très basse pression. Ça ne peut pas exploser. Donc il n'y aura pas d'explosion, il peut y avoir le rejet, mais pas d'explosion.